Hey. Salut Mélo. Ça va? Oui, ça a été une journée occupée. Mon Dieu, je suis encore en train de... Faut juste que je finisse un truc, attends. Y a pas de problème. Ça va? Oui, t'as passé une bonne semaine? Oui. 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 Ça avait l'air chargé. Un petit peu. Mais bon. C'est la merde, non? C'est OK. Je l'ai choisi. C'est... c'est ça que c'est. C'est les mieux, c'est les merdes qu'on choisit soi-même. Exactement. C'est ça, c'est bien? C'est ça. Bienvenue tout le monde. Je viens juste de débarquer, moi. Voilà. J'étais vraiment pas prêt. Il n'y a pas de problème. On va faire le tour de l'actu. Yes. C'est assez concentré Canada cette semaine, mais bon, c'est pas parce qu'il y a un sujet qui se passe spécifiquement au Canada que c'est pas relié Il y a quand même il y a quand même pas mal de... Oui. Oui, yeah. Oui. J'ai dit ça pour te dire quelque chose, j'ai rien fait, je suis désolé. En fait, je lisais le chat, il y a Ornithorynque Rouge qui nous dit « Ça va, on ne dérange pas, Val ?» Ben oui, je fais tout en même temps, je suis pas concentré. Là, je suis concentré. Là, c'est un busy businessman. Oui, sauf business. Mais ouais, parce qu'en plus, encore quand ça rapporte de l'argent d'être occupé, tu vois, bon, à la rigueur, là, mais... Là, même pas. Mais là, même. Tristesse. Je suis payé pour mon travail, quoi, donc ça va, tu vois, je me sens fier d'être un bon travailleur, quoi, mais... Il y a des gens qui gagnent mieux leur vie en faisant moins. Oui, effectivement. Mais en faisant rien. Putain. Non, on va pas commencer d'entrée de jeu, là. On va pas chialer sur les on va y milliardaires. arriver bientôt, je suis sûre, là. Oui, en plus, je sais plus si... Est-ce qu'il y a de la news de... Oui Si Si Non, mais je pense à tout ce qu'on va dire, là, quand même. Ça va, je te fais rire? Oui. Nice. Ok, alors du coup, au programme de l'émission aujourd'hui, comme d'habitude... On a nos actus. Nos actus. Yes, puis l'invité ce soir, je suis vraiment contente. On a Céleste Godin qui, donc, en ce moment, est plus connue pour ses pièces de théâtre. Il y a une nouvelle pièce de théâtre qui va sortir la fin de semaine prochaine, si je me trompe pas. Puis ça joue pendant 2 semaines à Moncton. Non, mais on a de la chance vraiment de l'avoir. Et c'est juste quelqu'un puis, intéressant et intelligent et awesome. Et je suis... Voilà, c'est ça. Je l'aime beaucoup. Donc elle sera en direct de Moncton. Ouais. Yes. Nouveau-Brunswick. Yeah. Pour les gens qui sont en Europe ou qui sont ailleurs, le Nouveau-Brunswick, parce qu'il faut faire la traduction un petit peu. Oui, je te laisse le faire. Ouais, je pense que je sais à peu près ce que c'est. Le Nouveau-Brunswick, c'est la deuxième... C'est faux ce que j'allais dire n'importe quoi. C'est la première province après le Québec quand tu vas vers l'Europe. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Oui, yeah, c'est ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma définition du Nouveau-Brunswick, les amis, vous pouvez très bien le dire dans le chat, n'hésitez pas. Non, oui, si, c'est ça. C'est la province voisine du Québec. Voilà. Qui a la particularité particulière d'avoir 2 langues officielles en tant que province, le français et l'anglais, et d'avoir aussi, on va pas se mentir, une vie culturelle bilingue vraiment riche. Ouais. Et c'est ce qui fait que nous... ça nous permet peut-être de rebondir sur là-dessus. Hein. Nous, actuellement, à Halifax, il y a les budgets municipaux qui sont en train d'être votés. Et hier, avant-hier et toute cette semaine, on a eu quand même une super nouvelle qui était que le budget de la culture qui devait baisser, il y a eu une mobilisation de pas mal d'acteurs de la culture, notamment un théâtre qu'on aime beaucoup, un théâtre qu'on va appeler associatif. C'est une coopérative. Coopérative, donc c'est encore mieux, c'est-à-dire que ça fait du business, mais ensemble. Ouais. Le Bus Stop Theater, qui notamment a pas mal coordonné l'action sur ce vote du budget municipal, et qui a fait que les conseillers se sont sentis un petit peu obligés. Ouais, ils se sont dit, oui, en fait, les arts, c'est important, et c'est plus important que... un dessin puis un spectacle. Ça offre beaucoup plus de choses. Exactement. Donc voilà. Ça c'est... on aurait dû le mettre dans les bonnes nouvelles. Mais c'est parce qu'on a d'autres bonnes nouvelles. C'est ça. Parce que toi, t'as poussé une bonne nouvelle qui a rien à voir avec la ça m'a fait rire. Moi, c'est juste un truc qui m'a fait rire. Donc voilà, on va le discuter. C'est cool. Ok, donc du coup, on peut rentrer direct dans les actus, je pense. On va remercier notre technicienne de ce soir. Céline, merci beaucoup. Yes, merci. Des gens qui ont des semaines ultra chargées, pardon. Je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment chargé à nous 3. Donc bravo à tous. Il y a neigé en plus. Bon, on s'en fout. Allez, retour sur l'actu. On va parler d'un sujet important, les rénovictions. Ouais. What is that? C'est donc rénovation.
et éviction. Et là, on l'a ensemble, rénoviction. Donc, c'est, en gros, ton appartement a peut-être besoin d'une upgrade, d'un changement quelconque. Exact. Et là, la personne qui manage l'espace dit... Tu peux t'en aller parce que moi, j'ai besoin de faire cette rénovation. Et en fait, t'es plus invité à revenir et on monte le prix du loyer. Et puis, en fait, t'as plus d'endroit où habiter ou alors tu payes beaucoup, beaucoup plus cher. Et ça se passe un peu partout. C'est un gros problème. Ouais, c'est un big problème. Ouais. Et là, il y en a qui s'est passé spécifiquement dans le coin ici qui était vraiment atroce. Ouais. Mais ça se passe absolument partout et c'est quelque chose où il y a des endroits où les locataires ont un peu plus de pouvoir pour éviter un peu ça, mais jusqu'à un certain point. Ouais. Ce sera l'occasion d'en parler et aussi on va pouvoir expliquer pourquoi on a ce genre de tension sur le marché immobilier à Halifax. Marché immobilier, c'est pas ouf de dire ça. Yeah. C'est une manière de décrire le fait que plusieurs personnes ont plusieurs logements et qu'ils en tirent des revenus et que c'est pas normal quand il y a des gens qui n'ont pas de logement. Ok. Ensuite, la CAQ n'est pas féministe, intersectionnelle. What the fuck? C'est ça. En fait, cette phrase dit tout. Okay. Mais on va aller dans le moment spécifique où ça s'est fait dire. Mais c'était fou, ça. Hein? C'est pas un moment très fort pour le Québec, disons. Surtout où on s'approche vraiment de la Journée internationale des droits des femmes. C'était pas fou de balancer ça, là. At large, mais en général, c'est pas cool non plus. C'est la CAQ, donc on s'attendait pas à autre chose. Enfin, une news qui nous a été poussée par un contributeur sur Insta, Lucie. Vraiment cool. On est pas mal actifs sur Instagram. Si on pose pas mal de questions, on fait des petits trucs comme ça. N'hésitez pas s'il y a des actus où vous vous dites ça vaut peut-être le coup d'en parler, si c'est francophone, si c'est internationaliste, et puis que c'est plus ou moins progressiste, les amis. Voilà. N'hésitez pas à nous pousser des actus que vous trouvez intéressantes. Là, en l'occurrence, c'est la question d'une modification très subtile de l'hymne, du coup, l'hymne national canadien, très très lourd de sens. Mais on va pouvoir en parler plus après. Et enfin, les bonnes nouvelles de la semaine. Toi, t'en as une. Oui. Que je trouve un peu tirée par les cheveux, mais... Moi, je la trouve juste fun. Non, mais elle est juste le fun. Et la mienne, c'est pas vraiment... Enfin, si, c'est une news, mais... Attention, peut-être spoiler. On se retrouve après dans les bonnes nouvelles. De toute façon, je vais essayer de pas spoiler. Ok. Promis. Merci. Promis. Retour sur l'actu. Déjà, on va commencer par les élections au Nigeria. Le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. On est autour des 200 millions d'habitants. Donc, c'est beaucoup. Oui. Et on a actuellement les élections qui ont lieu ce week-end, cette fin de semaine, et qui voient à peu près d'habitude les deux grands partis s'opposer, donc centre-droit et centre-centre. C'est surprise. Et là, une invitation spéciale. Les travaillistes montent énormément dans les sondages. Les travaillistes, le Labour, comme on l'appelle ordinairement, c'est le parti des gens qui travaillent. Et c'est un petit peu un parti pas qu'on aime bien particulièrement, mais on préfère les gens qui travaillent, tu vois. Les gens qui bossent. En fait, c'est les gens qui bossent et la société qui va autour des gens qui bossent. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. C'est plutôt ceux qui produisent la richesse. Tu vois, quand on dit les gens qui bossent pas, on pense pas aux personnes qui sont en difficulté. Non. On pense plutôt aux actionnaires, aux milliardaires qui, eux, ne bossent pas, mais qui gagnent quand même leur vie de manière outrageusement beaucoup. Voilà. Donc, en gros, invitation du Labour Party dans ce plan A2 qui devient un plan A3 au Nigeria. Bon choix de mots. Mais là où c'est intéressant, je vais pas passer trop de temps dessus, mais là où c'est intéressant, c'est qu'on se rend compte que la plupart des pays qui se retrouvent au second plan international, c'est-à-dire pas les pays du G20, mais globalement, quand on parle aussi des BRICS, les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le Nigeria pourrait commencer, c'est parce que économiquement, c'est plus compliqué, mais en gros, avec une population de 200 millions d'habitants, tu commences à faire partie de ce type de pays-là. Le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé au monde, prochainement. Avec une croissance du nombre d'habitants qui est vraiment démesurée et énorme, il va y avoir des choses. Et on se rend compte que dans les pays les plus peuplés, où il y a des problèmes de développement, comme ça peut être le cas pour l'Inde aussi, c'est surtout un lien avec la répartition des richesses.
Une chose qu'on a pu voir avec l'Inde actuellement, c'est que, et la Chine, c'est un peu pareil, ils sont en train vraiment de faire leur transition démographique, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'installer avec une population max, ils sont en train de passer leur cap max de population. Ça a été le cas pour la Chine avec la politique de l'enfant unique. Avec l'Inde, c'est en train de se faire là plus ou moins là. Clairement. Et le Nigeria, lui, par contre, est encore en expansion. Bah oui. Mais donc, on va se retrouver avec un trio de tête qui sera, du coup, Inde, Chine, Nigeria. Et ça va être intéressant parce que dans ces 3 pays, on a des mouvements ouvriers qui commencent à se réveiller énormément. Et donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Chose qui est intéressante aussi, c'est que contre les mouvements ouvriers qui remontent énormément, on voit du coup des gouvernements réactionnaires arriver en force, que ce soit le gouvernement de Xi Jinping. Je vais le dire ici, puis on va le dire une fois pour toutes. La Chine n'est pas communiste, les amis. C'est juste le branding. Puis, exactement. on va tout de suite se le dire, là. Il y a un logo, il y a un nom, mais c'est à peu près ça. Exactement. Un gouvernement autoritaire, c'est un gouvernement d'extrême droite, c'est un gouvernement qui est, en plus, on s'en rend compte avec les Ouïghours, qui est raciste, qui est pour l'assimilation. Donc on est beaucoup plus proche d'un mouvement et d'un gouvernement fasciste que... Genre fasciste capitaliste. Exactement. Donc c'est presque, tu vois, il y a une question un petit peu de socialisme, tu vois, au début, dans les idées de Mao et tout, tu vois. Mais là, c'est en train de se transformer en une sorte de national-socialisme dégueulasse, tu vois. Donc non, la Chine, pas trop compter dessus. Xi Jinping... Si tu m'écoutes, bien sûr, je suis sûre, mais bien sûr que tu nous écoutes. Là, il est comme quoi, mon vendredi ruiné. Non, désolé, on va se la prendre, mais la Chine est d'extrême droite. Il est what it is. Et donc, la Chine, et pareil, l'Inde est en train de prendre le même virage. Le gouvernement de Modi, qui est le premier ministre actuel de l'Inde, a fait censurer notamment un documentaire de la BBC sur le travail la présence de Modi au pouvoir et la droitisation du pouvoir, notamment face aux agriculteurs qui, eux, essaient de faire ce qu'ils peuvent et ils luttent. Et de plus en plus d'agriculteurs se joignent, font vraiment un virage à gauche, un peu à l'image de ce qui se passe au Kerala, qui est une des zones au sud de l'Inde, et qui est l'État socialiste qui a un peu le mieux affronté la pandémie de Covid-19 en distribuant, tu vois, de la nourriture, en distribuant... Donc bref, il se passe beaucoup de choses dans ces pays-là, ça va être intéressant de le regarder. Là, on se focus sur le Nigeria et on attend de voir les résultats de l'élection ce week-end, et en espérant que le Parti travailliste fasse un bon score, au moins, pour mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Non, mais c'est ça. Pour que les 2 autres partis se disent il y a des gens qui bossent et ils ont envie d'être mieux payés, ils ont envie d'avoir un meilleur développement, et qu'il n'y ait pas des inégalités criantes. Bon point. Attendons de voir. La France. Donc... Christophe Béchu. Voilà. Notre ministre de l'Environnement français. Donc moi, en général... niveau certains trucs environnementaux ou comment je peux dire, des trucs sociaux qui sont pas super, où il faut en parler, mais des fois il y a des faits accomplis où je me dis qu'il y a une lutte plus importante, et s'agenouiller devant des faits accomplis pour chialer, c'est pas nécessairement productif. Cela étant dit, c'est quand même important de parler des faits accomplis et pas non plus de juste baisser les bras comme il se passe tout de suite. Alors, Christophe Béchu est le ministre de l'Environnement. Je pense que c'est même le ministre de la Transition écologique. Il faudrait rappeler vraiment le nom du ministère. Mais en gros, ce personnage a juste... Alors, qui est en plus un personnage qui n'est pas du tout un écolo, donc clairement, voilà. Il a clairement admis que la France devait se préparer à un monde à plus 4 degrés en 2100. C'est-à-dire qu'en gros, tous les efforts qu'on fait tous... collectivement, individuellement, même si, on le répète, individuellement, ça sert à rien, les gars... Les pailles en plastique, c'est bien. Pipi sous la douche, c'est bien, mais désolé, mais non. Et là, lui, il dit que tout ce qu'on fait collectivement, finalement, ça sert à rien. Autant se préparer au pire. Wouh! Donc voilà, je voulais juste noter ça. Donc là, la France, en gros, a accepté de baisser les bras avec cet homme dans la lutte contre le changement climatique. Nickel, hein? Parfait. Parfait. De quoi bien? Regarde, on n'a rien à changer, on continue. Ça va être un monde de merde, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Ok. Alors ça, je voulais juste noter ça d'actualité au Burkina Faso. Vous savez, le Burkina Faso est vraiment en proie avec sa frontière nord, c'est-à-dire sa frontière avec le Sahel au nord, là vraiment la région du Sahel, qui est vraiment le sud du désert du Sahara.
Le djihadisme est vraiment recrudescent là-bas. Il y a vraiment énormément d'activités djihadistes là-bas. Donc, en gros, des islamistes radicaux, tu vois. Et en gros, que ce soit au nord du Mali, que ce soit au nord du Nigeria, que ce soit au nord de pas mal de pays, on commence à retrouver une menace djihadiste vraiment grandissante. Et là, le Burkina Faso doit malheureusement voir 70 soldats tués dans des attaques djihadistes, 2 attaques djihadistes qui étaient vraiment assez fortes. Donc ça montre un petit peu aussi, quand on parle de politique intérieure des pays, pourquoi Monsieur Traoré, le nouveau président du Burkina Faso, la question des élections est importante, oui, et puis la question de la sécurité de son pays est importante. Comment tu veux organiser des élections qui soient sereines dans un pays qui est sous menace directe, tu vois, d'attaques comme ça, où tu perds en une semaine 70 de tes militaires qui sont là pour protéger la population. Donc, on le répète, nous, on est tranquillement en Amérique du Nord. On est en train de faire une démarche pour pouvoir recruter, on le rappelle, un ou une journaliste basée en Afrique. Et on a fait des entretiens la semaine dernière, dimanche dernier, qui se sont vraiment bien passés. Et on a potentiellement une personne à vous présenter bientôt. Notre but est vers la fin mars. Ouais, pour la fin mars. Ce serait vraiment nice. Ce serait de faire un peu un tour d'actualité de l'Afrique, mais avec quelqu'un sur le terrain, sur le continent. Basé en Afrique. Ouais. Donc, ce serait nice. On a très hâte. Financièrement, on ne sait pas encore comment ça va se passer. On va trouver. Mais en gros, si vous avez des comptes Amazon Prime et que vous n'êtes pas abonné à une chaîne Twitch, n'hésitez pas à vous abonner avec votre compte Amazon Prime. Vous avez le droit à un abonnement gratuit, c'est-à-dire que vous donnez de l'argent à Jeff Bezos déjà. Exact. Autant qu'il y en ait une petite partie qui nous revienne. N'hésitez pas, vous pouvez le faire chaque mois et vous réabonner grâce à votre compte Amazon Prime. Et nous, ça va nous permettre de payer justement notre nouvelle amie. On a vraiment hâte de pouvoir commencer. C'était vraiment cool ça. Enchaînement sur la France. On est en hiver et on est en pleine sécheresse. C'est un des records qui est en train d'être battu du nombre de jours sans pluie. Mais t'en fais pas, faut juste s'habituer. Oui, il faut juste s'habituer. C'est ça la solution. Moi, ça fait Ornithorynque Rouge qui dit que lui, il est abonné. Merci Ornithorynque Rouge. Oui, il faut s'habituer. Moi, par exemple, ça fait à peu près, 1 minute 30 que j'ai pas bu d'eau. Je me sens bien, tu vois. Il faut peut-être s'habituer à ne juste plus boire d'eau, tu vois, plus se laver ou... Bref, donc là, ce qui est en train de se passer, c'est dramatique parce que normalement, c'est une période pendant laquelle les nappes phréatiques, c'est-à-dire en gros les réserves d'eau souterraines, se remplissent à ce moment précis de l'année, en hiver où il y a des précipitations qui sont grandes. Or, là, cet épisode de sécheresse qu'on est en train de vivre en plein hiver, va peut-être nous faire bader, tu vois, sur l'avenir. Donc, à voir ce qu'on va pouvoir faire. Je sais pas comment les Français vont faire. Clairement. Non, it sucks. Ça... Yes. Et c'est pas pour être partisan. D'ailleurs, vous savez que cette émission n'est pas partisane. Of course not. On tire d'un côté, mais je veux dire... mais voilà. Vous savez, si vous êtes là, vous le savez. Voilà, vous savez pour qui on est. Enfin, pas pour qui on est, mais en tout cas ce qu'on pense. Voilà. N'empêche que le débat et la question de l'eau a été amené dès le début de l'élection présidentielle précédente en France, et que, il y a des gens qui en parlaient. Et qu'on n'a pas écouté. Et là, voilà. Donc, ça risque d'être amusant. All right. Des best friends forever. Mais pour sceller leur amitié, ils se sont fait un cadeau. C'est beau. C'est un bromance. Donc, Macron... mais si, je peux t'offrir une petite merde. Désolé, Mélo, tiens. Merci. C'est ta Légion d'honneur à toi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi? Je pense que ça vaut autant que la Légion d'honneur donnée par Macron, là. Mais... J'ai dit ça, j'ai rien dit. Non. Qu'est-ce que c'est que... du coup, on n'en sait pas beaucoup. Ça a été très discret, mais Emmanuel Macron aurait, du coup, décerné la Légion d'honneur à Jeff Bezos. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais tu sais, moi, je vais juste rappeler une statistique. Pour chaque entrepôt Amazon installé en dehors d'une ville, ça détruit 1,7 emplois. Enfin non, pardon. Pour chaque emploi créé dans un entrepôt Amazon en dehors d'une ville, ça détruit 1,7 emplois à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire que les grandes surfaces, les grands entrepôts détruisent des emplois en nombre gigantesque. Mais bien sûr, quand un entrepôt va s'installer quelque part, oui, c'est le nombre d'emplois créés, blablabla.
Guys, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. C'est vraiment... C'est vraiment contre-productif d'avoir ce type d'investissement en France. À mon avis, tu sais, s'il remercie Amazon, tu vois, c'est qu'à mon avis, il doit lui dire merci pour les jobs. Bah oui, là. Mais comme c'est un tocard, il se rend pas compte que c'est des jobs qu'il a détruits, tu vois, plutôt que des jobs qui ont été créés. Ben, il leur remercie de pas payer des taxes. Ah oui, bah oui. Thanks, non, bro. c'est ça. Ah, t'es vraiment super gentil de pas payer de taxes chez nous. Mais il a pas compris le principe, Emmanuel Macron, ou quoi? Non. Il nous fait... Non. Il nous casse les pieds en disant qu'il faut faire des économies sur le budget de l'État. Il faut aller gratter un petit peu chez tous les pauvres, etc. Là, il a en face de lui le mec qui peut... Ben là, justement, il fait des économies aussi. En ne pas payant de taxes. Je suis deg. Il me saoule. Bref, donc une légion d'honneur discrète, mais là quand même. Ah! There you go. On y retourne. J'ai même pas changé la slide. On y retourne. La France sera en grève générale. Les Français seront en grève générale à partir du 7 mars pour lutter contre la réforme des retraites. La réforme des retraites, on en a déjà parlé pas mal dans cette émission. En gros, c'est une réforme qui veut faire travailler les gens plus longtemps et qui va du coup se retrouver à être plus injuste pour les pauvres, les femmes et les gens les moins formés, ceux qui ont commencé à travailler les plus tôt avec les métiers les plus pénibles. J'ai pas grand-chose à ajouter sur cette réforme, on en a déjà beaucoup parlé, c'est une arnaque. Le Parlement... Ça a été un peu la cohue au Parlement, etc., avec des règles très spéciales, parce que le gouvernement veut passer par un chemin très spécial de la loi pour faire passer ce texte. Donc, voilà, il se passe des choses autour de ça. Maintenant, la loi va être examinée au Sénat le 6 mars, donc le jour juste avant. Du coup, les syndicats et tout le monde a vraiment envie de mettre la pression. On va juste noter une statistique qui est vraiment très intéressante. 67% des Français, dans le dernier sondage, soutiennent un blocage total de la France. C'est une des premières fois, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un score aussi gros sur un mouvement social. Donc en gros, le mouvement est soutenu. Donc le 7 mars, si vous avez quelque chose à faire, c'est simple. Faites-le pas. Faites du travail libre, faites-vous plaisir, apprenez des trucs, vous levez pas, et en tout cas, restez chez vous. Et mieux, l'après-midi, rejoignez un cortège et manifestez. Parce que cette réforme est injuste, inutile, et elle vise à vous faire tous travailler plus. Ouais, puis elle pénalise ceux qui sont déjà pénalisés en règle générale. Exact. Donc en gros, si vous faites rien le 7 mars et les jours qui suivent, vous devriez gagner à la fin de votre vie 30 à 40 000 euros gratos, puisque ce sera 2 années de salaire économisé. Voilà. Petit, tu vois... It's a good deal, it's a good deal. Good deal. Good deal. All right. Donc, je sais pas si on news a le temps. locale. Ouais. News très locale à Lower Sackville, Halifax. Lower Sackville, c'est juste à côté de là où on est. Ouais. C'est une dizaine de minutes d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé, Mélo? Bon, donc, il y a un logement. Il y a des gens qui y habitaient, surtout des aînés. Voilà. Donc, des personnes qui, en général, sont probablement dans les meilleurs locataires que tu peux avoir parce que, ils font pas trop la fête. Et ça paye. Et c'est calme. Et voilà. À la rigueur, ils ont un chat. Peut-être 2. Puis il y a eu des demandes de rénovation. Ouais, c'est ça, il y a eu une fuite, il y a eu des dommages. Donc, rénovation, c'est logique. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Je t'explique. Il y a une fuite d'eau en février. Et l'eau a vraiment ruisselé partout dans les appartements et tout, tu vois. Et en gros, il a été demandé aux personnes de pouvoir évacuer, pas parce qu'il y avait plein d'eau, quoi. Donc les gens ont évacué, ils sont allés chez des copains, chez des parents, etc., etc. Et parce que, eux revenaient quelques jours plus tard, tu vois. Oui. Quand ils sont revenus quelques jours plus tard, ils ont vu leur avis d'expulsion pour rénoviction, c'est-à-dire, on va rénover, du coup, votre bail est annulé. Bye. Votre bail est annulé et vous pourrez relouer le logement, mais on va augmenter le loyer au fur et à mesure entre-temps. Et c'est pas une petite augmentation? Non, parce que quand tu as un bail annuel, l'augmentation, avec la pandémie de Covid-19, le gouvernement conservateur, on va le dire, mais quand même, avait maintenu l'encadrement des loyers à 2% d'augmentation par an. Là, quand c'est dans le cadre d'une rénoviction, c'est-à-dire que c'est pas un bail qui se renouvelle, c'est plutôt tu casses un bail et t'en refais un, et donc du coup le propriétaire peut augmenter énormément les loyers. Là, il y a plein de vieux qui sont en train de dire je suis incapable de payer aucun loyer à Halifax. Incapable.
ces gens, franchement, je sais pas ce qui va leur arriver. Et en plus, le propriétaire est en train de jouer un petit peu avec la loi. C'est-à-dire qu'il faut, normalement, c'est plus ou moins encadrer la rénoviction. Oui. C'est-à-dire que si tu te déclares pas satisfait de ce qui est en train de se passer, tu peux très bien aller en cours. Tu vois, et en gros, ça fait bataille d'avocats, etc. etc. Ouais. Et tu as des gens qui ont gagné des mois de salaire, de loyer, et qui surtout ont pu garder leur logement, etc. etc. À Halifax, c'est un petit peu le jeu des chaises musicales actuellement. C'est vraiment la merde pour avoir un logement. C'est horrible. C'est horrible, et quand on a un, il est extrêmement cher. C'est vraiment incroyable. Voilà. Donc en gros, juste pour dire, si, où que vous soyez autour du monde, si des dommages arrivent chez vous, que vous devez quitter votre logement, regardez un petit peu quelles sont les conditions, regardez un petit peu quelle est la loi, et ne vous faites pas arnaquer comme ces pauvres vieux là à Lower Sackville, qui du coup se retrouvent mis en dehors de leur logement, alors que pour la plupart ils vivent là depuis des années et des années. C'est vraiment horrible ce qui est en train de se passer là à Halifax, et pour une raison que voilà, il y a l'inflation, il y a blabla. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que pendant la pandémie, énormément. Enfin, comment fonctionne le système canadien des retraites ? Quand tu vas à la retraite dans le système canadien, tu achètes aussi. Enfin, souvent les employeurs ont un plan de pension. Oui, c'est ça. Un plan de pension retraite. Et en gros, chaque mois, toi, tu mets une partie, puis ton employeur en met autant. Tout ça, cet argent va dans une caisse et c'est géré. C'est un fonds de pension, donc c'est géré par une entreprise qui gère la pension. Cette entreprise, malheureusement, elle doit payer à la fois les retraites des gens qui sont déjà à la retraite, de la même organisation, et en plus doit payer les salariés, le marketing, etc. Toutes ces choses-là, que moi je vais appeler des charges, tu vois. Contrairement à ce que je pourrais faire d'habitude. Alors, pas payer les salariés, mais je veux dire tout ce qui est marketing et tout, c'est vraiment des charges pour... Puis aussi des actionnaires, parce que tu as aussi des gens qui possèdent ces fonds de pension, donc il faut aussi rétribuer les actionnaires. Et là, ce qui s'est passé avec la pandémie de Covid-19, comme tout s'est effondré, le seul marché qui était porteur pour les fonds de pension, c'était l'immobilier. Tu pouvais rien acheter d'autre, parce que sinon tu allais tout perdre, parce que même d'habitude, les pétrolières sont pas mal dans les fonds de pension. Or là, avec la pandémie, tout s'est écroulé. Du coup, qu'ont fait les fonds de pension ? Ils ont acheté plein d'immeubles partout. À Halifax, c'est notamment le fonds de pension des électriciens publics du Canada qui gère un parc locatif gigantesque à Halifax. C'est sorti dans le Guardian, je pense. C'est pas une enquête de Tim Bousquet, où tu vois un journaliste vraiment engagé, tu vois, qui en gros regardait un petit peu quel était l'impact des fonds de pension sur l'immobilier à Halifax. Et en fait, ces gens-là ont acheté à tour de bras des logements sans rien rénover, sans rien faire. Ils ont attendu que tout se casse la gueule, ils ont mis les gens dehors et ensuite ils ont augmenté le loyer de 50%, tu vois, truc comme ça. En gros. Donc ça montre vraiment aussi comment un système de retraite privé fout la merde partout. Fout la merde partout. Donc, bon courage aux vieux. Il y a des associations locales un peu partout là, qui se battent pour des meilleures lois, protection, pour, je sais pas, un logement, c'est quelque chose qui est un peu utile et nécessaire pour tout le monde. Donc, si vous voyez des choses comme ça ou si vous voulez combattre ça d'une façon ou d'une autre, il y a beaucoup d'organismes et de regroupements qui se mettent en place pour ça. Donc, regardez pour ça dans votre coin, mais c'est une des meilleures façons de combattre ça un petit peu à sa façon. La propriété, c'est du vol. Si c'est pas ta propriété d'usage, on va pas te prendre ta brosse à dents. Ça, c'est la vieille joke des gens de droite, mais... C'est quoi, ça? C'est de la merde. C'est donc la CAQ, donc la Coalition Avenir Québec, qui est le parti au pouvoir en ce moment au Québec. Pour longtemps, mais pour l'instant, ils y sont. Ouais, voilà. On espère, en tout cas. Guys, OK, là. Mais donc, il y a une ministre de la condition féminine. Cool, great. Positif. Yeah, neat. C'est bien, il y a ce poste qui existe. Et donc, l'opposition qui est Québec solidaire, il y a eu une motion un peu pour approcher certaines problématiques d'une façon intersectionnelle. Donc, l'idée que si tu as des différentes... caractéristiques identitaires? Ouais, on va dire ça. Donc, ça peut être ethnique, culturel,
Ça peut être un handicap, etc. Toutes les choses qui se rajoutent les unes sur les autres et qui créent des intersections où peut-être ta vie est un peu plus difficile ou compliquée ou réglementée de façon pas nécessairement optimale. C'est bien de penser à ça avec cette lentille-là. Comme ça, tu crées des trucs plus justes, que ce soit des lois ou des initiatives ou peu importe. Donc, ça a été proposé, faisons ça avec une vision de féminisme intersectionnel. Surtout que c'était dans le programme de la CAQ. C'était en plus dans le programme de la CAQ de commencer à réfléchir de manière un petit peu plus progressiste là-dessus. Voilà. Mais... Et la ministre de la condition féminine a dit non, ce n'est pas notre vision. Donc, en gros, non merci. On va faire autre chose. Parce que nous ne voyons pas les couleurs, oui, c'est ça. Nous ne voyons pas les genres, ça n'existe pas. Donc, Par contre, ça ouvre une question. Quelle est la vision du féminisme de la CAQ? C'est ça ma question. C'est il y a des femmes, puis on va les laisser sortir de la cuisine, je sais pas. Non, mais ils sont ouf, eux. Regarde, il y en a une qui a une job en tant que ministre, on va se calmer, ok? C'est déjà bien. Oui, c'est super. Non, mais je sais pas quoi faire de cette... Moi non plus, c'est juste... Voilà, en gros, tout le monde que je connais est juste déçu et se dit, comme pourquoi en plus que c'était une motion, c'est ça, par rapport au fait que le 8 mars arrive, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Ça serait peut-être bien de justement passer cette motion à ce moment-là ou autour de ce moment-là pour, signaler que oui, on y pense et que c'est pas seulement le 8 mars qu'il faut penser aux droits des femmes, mais c'est bien. Mais non, pas de façon intersectionnelle. Mais non. Voilà. Ça... Right. On aurait pu le mettre dans les bonnes nouvelles. I think so. Mais il faut le mettre là. Mais je pense que c'est bien que ça ait sa propre slide. Tu as raison. Donc, l'hymne national du Canada, c'est facile, c'est au Canada. Ça marche dans les deux langues. On n'est pas allé chercher trop loin. Okay? Oui, c'est vrai. Donc, c'est chanté avant un match de basketball. C'est normal. Il n'y a rien d'excitant à ce niveau-là. Ouais. Mais la chanteuse y a été invitée. Donc, spécifiquement pour chanter l'hymne national canadien, qui est Julie Black, qui fait du R&B depuis quand même longtemps. Elle a changé un petit peu le texte. Et donc, dans le texte en anglais, c'est « Our home and native land », donc notre... maison. C'est traduit. Notre patrie... c'est ça, ouais, notre patrie et terre natale. Ouais. Mais elle a changé un tout petit peu. Elle a mis « Our home on native land », donc notre maison sur la terre des Autochtones. Et, c'est peut-être important. C'est super subtil. Ce que j'ai vu at large, les gens ont trouvé que c'était bien. C'est brave. C'est extrêmement brave. Tu te mets vraiment dans la ligne de feu. T'es au centre du truc et tout le monde te regarde et t'écoute. Carrément, il faut avoir des... Voilà, elle a dit j'ai chanté la vérité, j'ai chanté les faits. Et voilà, donc c'est juste cool. C'est des petits actes revendicateurs. Petits. Vraiment puissants. C'est pas si petit, là, mais... T'imagines, tu changes... T'es on the spot et tu changes les paroles de ton hymne national pour dénoncer le colonialisme. Wow. Ça, c'est badass, là. Comme... Ça déchire. Yes. C'est vraiment... je vais arrêter de toucher la merde, mais ça déchire vraiment, quoi. Non, c'est juste vraiment bien. Comme, c'est brave, c'est cool, c'est important et ça c'est le genre de mini-changement qui fait vraiment réfléchir à « Ah oui, c'est vrai qu'on dit ça. Pourquoi est-ce qu'on le dit comme ça? » C'est bien plus logique de le dire de cette autre façon. Donc, est-ce que tu penses que ça pourrait faire évoluer le... moi, je pense... Enfin, je pense pas parce que la question de la traduction en français va être emmerdante. Ça, oui. Ouais, honnêtement, c'est la chose que ça va être beaucoup. Ça va être chaud. Oh non. Mais par contre, j'aimerais vraiment que ça... Ouais. Mais je pense que ça pourrait être adapté. Voilà, maintenant, ça me paraît compliqué pour n'importe qui d'autre de chanter autre chose que ça. Hein. Non, mais absolument. Absolument, oui. Là, il y a un précédent qui a été créé. En anglais, c'est un changement très facile. Très, très facile. Donc, il n'y a pas vraiment d'excuses. En français, je suis certaine qu'on peut y arriver. Il y a des traducteurs professionnels. C'est leur job de trouver ça, puis ils vont y arriver, j'en suis certaine. Mais, ouais. Nice. Vraiment good news, c'est cool. ça. C'est très cool. Il y a des gens qui s'engagent et qui font des trucs. Yes. Mais c'est là où tu dis... C'est marrant parce que
la différence entre action collective et action individuelle. Bah là, tu te dis, c'est tellement symbolique que... Oui, c'est une action mais c'est comme une action individuelle, mais portée par un collectif. C'est ça, et je veux dire, quand t'es dans l'œil du public... C'est individuel, mais ça devient collectif d'une façon ou d'une autre. Et après ça, bon, le public décide comment il reçoit ce qui se passe. Mais c'est pas toi dans ton coin qui fait ta revendication, qui dit « Ah, c'est pas bien » ou « Ah, je suis contre le colonialisme ». OK, là, c'est toi en tant que personnage public, très visible, qui le dit haut et fort. Donc, c'est individuel, mais c'est vraiment un différent niveau. Donc, shout out à Julie Rien Black. À dire. Parfait. Yes. Les bonnes nouvelles de la semaine. Right on. OK, moi, ça m'a juste fait rire. Ça m'a fait rire. C'était dans mon feed, je pense, ce matin. Donc, Harry Styles, donc chanteur, ancien chanteur de One Direction. Là, il fait sa carrière solo. Ça se passe super bien pour lui. Good for him. Donc, il va faire un spectacle en Nouvelle-Zélande. OK, il fait sa tournée. Mais en fait, c'est que dans cette province, il y a un recensement. Et c'est non seulement un recensement pour la population qui y vit, mais aussi toutes les personnes qui sont genre des étudiants internationaux, touristes, etc. Donc, ce jour-là, tout le monde qui est à cet endroit est censé faire ce recensement. Et donc, Harry Styles doit le faire aussi. Alors, guys, la démocratie, peu importe à quel niveau on se retrouve, faut participer. Voilà. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça juste intéressant que c'est genre, yeah man, too bad for you. Genre, t'es là, tu dois remplir ça. On s'en fout de quitter. Et en plus, et ce qui est marrant, c'est que t'as peut-être ramené des gens d'Australie qui viennent juste voir ton show, tu vois, et ils vont devoir quand même se faire recenser en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est nice. Yeah. Voilà. J'ai juste trouvé ça amusant. Vraiment cool. Je peux te parler, moi, de ma bonne nouvelle? Mon Dieu. En essayant de pas trop spoiler, là. No spoil. Spoiler, s'il y en a qui regardent Carnival Row, peut-être. Et d'autres séries dont je vais parler. Prenez une pause. Je dis juste. Non, il n'y aura pas de spoil. OK. Alors, je vais parler d'un truc un peu général. Comment on façonne notre vision du monde? C'est souvent à travers pas mal d'œuvres culturelles qu'on design la façon et la lentille avec laquelle on va voir le monde. C'est-à-dire qu'en fonction du moment politique, du pays dans lequel tu es, de qui produit ce contenu culturel, eh bien, ça va vraiment dépendre de comment va être tourné ce contenu culturel. Et on peut se rendre compte à travers les années que l'agenda libéral, capitaliste, est souvent défendu par les superproductions. Tu vois, et aussi un peu le nationalisme. Enfin, je veux dire, quand tu vois que Moi, je me rappellerai toujours d'une chose. J'avais quel âge? J'avais 16 ans, tu vois. Je suis allé voir un Spider-Man 2. Yes. J'ai bien dit Spider-Man 2. Spider-Man. Ouais, j'aime bien ton accent français quand tu dis Spider-Man. Non, c'est le meilleur, c'est Ant-Man. Pour Ant-Man. Je suis comme... Ah oui, moi je dis Ant-Man. Anyway. Bref, qu'importe. Side thing. Et ce souvenir avant une des batailles finales où en fait il court tout seul pour aller sauver un truc. Et il y a juste au fond, il y a, tu vois que c'est un building avec un drapeau là. Enfin voilà. Seulement le plan. Genre, le drapeau est gigantesque derrière lui, le drapeau américain, et lui court devant. Et là, à ce moment-là, je me suis retrouvé un petit peu choqué en me disant, mais on me vend quoi, là? Je regarde Spider-Man ou je regarde autre chose, tu vois? Est-ce que tu imagines un film français équivalent où t'as le héros qui court? Bah oui! Et t'as un gigantesque drapeau français. Il y en a un qui est sorti il y a pas longtemps, ça s'appelle Vaincre ou mourir, tu vois? Et c'est un mec qui s'appelle Charette qui court devant un drapeau royaliste et il se fait buter par les révolutionnaires. Voilà. Et ça, c'est nice. Bon, bref, qu'importe. Non, on n'est pas là pour ça. Mais en gros, oui, les œuvres culturelles vont façonner un petit peu la lentille avec laquelle on va voir le monde. Et depuis les années 60 aux États-Unis, depuis la Seconde Guerre mondiale, où Hollywood a produit énormément de films américains, tu vois, pour préparer l'après-Seconde Guerre mondiale, tu vois, pour commencer à préparer cette nouvelle organisation du monde en deux blocs face aux soviétiques. Et aussi depuis les années 50-60 où on a vu le macartisme se développer. Le macartisme, c'est l'idée qu'il fallait marginaliser les socialistes où qu'ils soient aux États-Unis. C'est-à-dire que tous les artistes qui étaient un petit peu... qui étaient un peu plus pour le partage des richesses que uniquement pour le capitalisme, ils ont été marginalisés, ils ont été mis dehors. Enfin voilà, ça a été vraiment compliqué pour eux. S'il y avait une suspicion que t'es un communiste, genre, c'était grave, c'était dangereux pour toi. Exact.
Et en tout cas, ton job, tu pouvais plus le faire. Voilà. Ouais. Donc bref, le McCarthyisme a fait énormément de mal aux gens qui voulaient juste partager les richesses et pas laisser uniquement les riches devenir riches puis les pauvres rester pauvres, tu vois. Et c'est ce qui explique la situation actuelle des États-Unis où en fait, pour moi, je digresse, mais pour moi, une des parties du wokisme, pourquoi on a la naissance du wokisme aussi, c'est que la lentille anticapitaliste n'existe plus aux États-Unis avec le McCarthyisme, donc c'était une volonté, je pense, politique, tu vois. Mais ce qui fait que, par exemple, cette lutte qui était entre riches et pauvres, qu'on voit s'illustrer maintenant de manière gigantesque, tu vois, par exemple, avec de plus en plus de syndicalisme à Amazon, Starbucks, Tesla, de grandes entreprises, le rail américain, où on voit revenir le syndicalisme aux États-Unis, avec une réappropriation un petit peu de la place des travailleurs dans la production des richesses par rapport aux capitalistes. Si ça, c'est une place qui existait à un moment aux États-Unis, c'était quand même fort. Années 50, les années 50, c'était gigantesque. Le syndicalisme américain était on top, tu vois, c'était vraiment, vraiment parfait. Le McCarthyisme a fait que t'étais syndicaliste. T'étais un coco. Communiste, donc danger, donc ça veut dire qu'il faut pas y en avoir. Voilà. Exactement, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et donc, pour moi, je sais pas si c'est une analyse profonde, tu vois, mais en tout cas, je me rends compte de ça, c'est que je pense que les luttes intersectionnelles et wokistes naissent aussi d'un moment où la remise en cause du capitalisme n'a pas été possible. Du coup, il a fallu trouver plein d'autres manières de se dire les choses sont injustes pour plein d'autres raisons. Alors, oui, elles sont injustes pour des questions de couleur de peau, de racisme, de genre, d'origine ethnique, de religion, d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, tu vois. Mais la question de la lutte des classes est pour moi fondamentale dans ces luttes-là. Et comme elle ne pouvait pas s'exprimer, parce qu'il y a eu ce qui s'est passé, tu vois, il y a eu un regain de ça, de trouver des raisons aussi aux inégalités. Et du coup, ça a fait un blougi-boulga de lutte que je trouve super intéressant. Et j'ai l'impression que à un moment où justement ne pouvaient pas s'exprimer ces idées un peu plus de partage des richesses, d'autres modes d'expression et de lutte ont émergé. Et pour suivre pas mal de séries américaines, dans les années 2015 à 2020, on a eu, même jusqu'à l'année dernière en fait, on a eu, jusqu'à 2022, on a eu beaucoup d'exemples aussi de retour un peu de ce néo-McCarthyisme. Je pense notamment à une série, pas mal de séries, mais notamment 2 séries à grand succès. La série Apple TV For All Mankind. For All Mankind. Tu prononcerais mieux que moi. Non, pour tout le genre humain. C'est très bien. Voilà. En gros, qu'il y a une série anti-coco à mort, parce que, en gros, le premier homme à marcher sur la Lune serait quelqu'un de l'URSS et non pas qu'un Américain. Donc ça bat, tu vois. Et la deuxième série que j'ai trouvée un peu néo-McCarthyiste, c'était vraiment Stranger Things, dans les séries avec la partie des Russes. Tu vois ? Oui. Que je trouve hors vraiment... de nulle part, il y a les méchants Russes. Et je pense qu'ils l'ont choisi parce que c'est une référence justement au entertainment des années 80, où c'était toujours les méchants Russes. Exactement. Mais c'est une réappropriation de ce néo-McCarthyisme, tu vois. Et là, depuis cette année, j'ai 3 séries à grand succès qui font carrément l'inverse. Ah ouais? Ouais. Je vais les citer. Si vous les regardez, c'est bien. Mais essayez de voir un petit peu ces petits signes là dans la culture populaire qui passent. La dernière saison de The Walking Dead, qui est la saison finale, il se passe vraiment des choses intéressantes sur la question du partage des richesses et du pouvoir et de l'organisation des gens. La dernière saison est vraiment, vraiment intéressante pour ça. La seconde série dont je parlerai... j'ai oublié ce que c'était la seconde série. C'est The Last of Us? Yeah. Oui. Yeah, il m'a spoilé des affaires, donc je sais de quelle série. Yeah, c'est ça. Le dernier épisode de The Last of Us... Vraiment intéressant sur ces questions-là. On sent que la série est assez progressiste, en général. N'empêche que là, c'était l'épisode 4, Céline, qu'on a regardé. 4 ou 5. En gros, le dernier qui est sorti là, dimanche dernier. Waouh. Épisode 5, ouais. Il se passe vraiment des choses intéressantes et l'explication d'un monde différent. Oui, ouais, c'est ça, c'est l'exploration d'autres choses. Exactement. Donc, ton imaginaire, ça devient possible de faire un autre monde, tu vois, comme ça. Et là, je vais vous parler de Carnival Row. Carnival Row, c'est avec Orlando Bloom et... Orlando Bloom. Yes, et Cara What Delevingne. a beautiful man. Cara Delevingne.
Moi, c'est mon high school crush Orlando Bloom, alors je... C'est vrai? Oh yeah. Eh ben, pour moi, ces deux acteurs, bon, esthétiquement parlant, ces deux acteurs sont magnifiques, enfin, tu vois, c'est beau. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est plus l'histoire au-delà de ça. Carnival Row, on est dans un monde industriel, ok, mais où les inégalités raciales, de genre, etc., sont remplacées par des inégalités de race féerique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les humains, qui sont les dominants dans ce monde-là, et vous avez les pixies, qui sont les fées, vous avez des centaures, vous avez des faunes, vous avez toute une population un peu mythique et mythologique autour de ça, et les humains, sont hégémoniques là-dessus, ils ont les armes à feu, etc. Et donc, ils exploitent à mort ces sous-races, que sont les pixies, les faunes, etc. C'est rien de plus et rien de moins que le prolétariat et la bourgeoisie, que l'esclavage et les blancs. Tu vois, donc on est vraiment dans ces logiques-là. La saison 1 est super intéressante parce que c'est un fond culturel et social que tu ressens fort comme ça, mais c'est très tourné sur des enquêtes. Tu vois, donc ça, c'est plutôt sous-jacent. La saison 2, je vous invite vraiment, vraiment à la regarder, elle vient de sortir, c'est la saison finale, il n'y aura pas énormément d'épisodes, un épisode sort chaque semaine, c'est-à-dire que là, je pense que l'épisode 3 est sorti là, j'ai regardé les 2 premiers, ils sont en train, dans cette série, de revivre la révolution de 1917 en Russie, alors que c'est pas du tout la Russie, c'est pas du tout autre chose, tu vois. Et c'est expliqué d'une manière que je trouve très, très intéressante. Que je trouve assez objective. C'est-à-dire, ça montre les réalités, tu vois. Pour une production américaine, notamment Amazon Prime, tu vois, Jeff Bezos, quoi, tu vois, clairement, voilà. Je trouve ça super audacieux. Alors, je sais pas où ça mène, on en est qu'à l'épisode 3. Fin de l'épisode 2, là. L'Amérique gagne, vous en faites pas. Non, mais ouais, non, c'est ça, les extraterrestres débarquent et il n'y a que les États-Unis, tu vois, voilà. Non, mais en gros, super, vraiment intéressant de voir ça. Je vous conseille vraiment de regarder cette série. Et si vous la regardez, ça veut dire que vous avez Amazon Prime, et donc, vous pouvez vous abonner. Il est 19h, tu fais le lien avec Amazon Prime. Voilà. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire là pour là. C'est nice. On va se faire une petite pause d'une dizaine de minutes et on se retrouve avec Céleste Godin, notre invitée pour ce soir. J'ai vraiment hâte. Absolument. J'ai vraiment hâte de jaser et tout. On se fait une pause ? À toutes.